là, ce soir, je veux vraiment arriver au but et je veux enlever les superflus. OK? Donc, le but, on l'a vu, c'est celle de libérer, en fait, celle qui est la matrice non fonctionnelle qui emprisonne, en fait, vos clients dans leur inaction. Tout problématique de vos clients ne sont pas le problème de votre client. Quand un client vient face à vous, il vient pas avec le problème, ça c'est une illusion, c'est un fantasme. Ce qui est réellement, il vous porte à vous, ah, j'arrive pas à faire X ou je suis bloqué pour faire Y. Ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est l'effet de son problème. C'est la conséquence du problème. Donc, nous, quand on a un client qui vient dévoiler sous la table, en fait, son problème, déjà, de notre compréhension, on sait qu'il en a de me porter, de me mettre en évidence quel est l'effet de son problème. Et les problèmes, en fait, d'une personne, il n'est jamais dans son conscient. Pourquoi le problème d'une personne n'est jamais dans son conscient? Parce que le conscient d'une personne a des fonctions très basilaires. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas complexes à gérer, tout ça, mais interagit vraiment sur deux piliers. Tout ce que c'est la compréhension, la programmation, et tout ce que c'est la partie analytique, tu vois. Analyser les données, réévaluer, programmer. Donc, c'est vraiment cette partie, c'est une nouvelle fonction qu'on a de cette partie préfrontale. Ça sert précisément à faire ça. Et le quotient porte une présupposée qui interagit sur base inconsciente. C'est-à-dire, si je n'ai pas des informations, je ne peux pas les analyser, ni les programmer ou ni les réévaluer. Donc, c'est des informations que je dois avoir en fait à l'intérieur de moi. Okay? Mais vu que le conscient travaille uniquement sur l'aspect de programmation, d'analyse, de réévaluation ou d'évaluation, qu'est-ce qui porte en fait donc la prestation d'une personne? Donc, quand vos clients ils arrivent face à vous avec son fantasme de problème, ok, là on est à l'identique situation d'un athlète qui doit courir les 100 mètres, ok. Et donc, lui, le but c'est de courir les 100 mètres. Ça, c'est son but. Donc, on parle de prestation. Pour les cerveaux, quand nous, on doit faire des actions, atteindre des objectifs, reprogrammer, peu importe, une série d'actions qui nous amènent à un objectif bien précis, ok, ça s'appelle, pour notre cerveau, c'est une prestation. C'est-à-dire, doit faire appel à un certain nombre de ressources, un certain nombre de capacités pour faire sorte que toute la mécanique neurologique, biologique, et compagnie se met en fonction pour nous permettre d'être dans ce niveau de performance et bien sûr atteindre nos résultats. Donc, quand un client il vient à vous, vous devez le voir comme un athlète. Ok, cet athlète a un problème. Il a 100 mètres à vouloir courir et il n'arrive pas à se préparer comme il faut. Pourquoi je vous dis que vous devez acquérir cette mindset-là? Parce que si vous considérez votre client comme un athlète, vous pouvez considérer le cerveau dans la plus haute efficience et l'exploiter dans ce sens-là. Quand donc nous parlons de performance, nous avons deux facteurs en fait qui viennent interagir sur le niveau de performance et sur la réussite de la performance. C'est justement le conscient et l'inconscient. Mais sous la base d'inconscient, nous avons deux types d'inconscient. On reste dans le secteur performance. Sur le secteur performance, nous avons deux types d'inconscient qui entrent en jeu. Et c'est ce qu'on appelle l'inconscient conditionné et l'inconscient éduqué. Nous avons ça comme forme d'inconscient. Et la prestation, l'efficience, c'est-à-dire arriver à atteindre notre résultat en utilisant le moins de ressources possibles,
telles que toutes les fonctions qu'on a, ça se base en fait sur l'inconscient et pas sur le conscient. Car sur base d'inconscient, le conscient travaille, analyse, effectue sur base d'expérience, les choses comme ça. OK? Donc, si la performance se base sur l'inconscient conditionné ou éduqué, et après on fera à la limite un focus là-dessus, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un vient avec son problème inconscient, lui, il pense d'avoir en fait un problème, donc il a une information qui a analysé, mais vu que tout système de performance est inconscient, les problèmes sont inconscients et les solutions se trouvent dans l'inconscient. Okay? Donc, dans le conscient, on ne trouve jamais des solutions. On trouve en fait des illusions, des fantasmes, des projections de notre système inconscient sur base d'expérience, sur base conditionnée, sur base éduquée. Donc, quand un client il arrive à nous, nous connaissons en règle générale la plupart des stratégies. C'est des stratégies, en fait, celles qu'on appelle cognitives sur base de disputing. Le disputing, c'est une façon d'interagir avec des clients de manière frontale sur la partie cognitive en disant, OK, ça c'est ton objectif, tu vas aller là, tu as un problème, regarde, on analyse ensemble quelles sont les étapes que tu vas mettre en place. Ben, on voit que là, ce n'est pas fonctionnel pour toi, ben, tu le vois, on doit les changer. Donc, toute cette façon d'interagir, on appelle disputing. Donc, c'est une façon frontale, cognitive, d'affronter ça. Le disputing, malheureusement, il ne prend pas en compte le système émotionnel, il ne prend pas en compte le système énergétique, ni le système corporel, et ni la partie, en fait, subconsciente. Il s'interagit vraiment à la partie pratico-pratique du cognitif, analytique. Donc, c'est un peu comme une machine. On analyse, ça, c'est les données qui ne sont pas bonnes, tu les vois. Ben, tu es conscient ou pas? Oui. Eh bien, alors, pourquoi tu le fais? On fait autre chose. On programme autre chose. Et on accompagne de cette mécanique-là, mais nous ne sommes pas que ça, en fait. Nous sommes aussi ça. Donc, c'est pour ça, en fait, que les disputing créent des longues sessions multiples et celles qu'on appelle, en fait, des sessions, les tentatives solutions. Car si c'était des solutions, ben, on n'était pas là. De base, en fait, quand on interagit avec un système de conviction, donc un système de certitude à l'intérieur d'une personne, ces systèmes de certitude, en bout de moment, à force de le répéter, à force d'y croire, à force de peut-être même le pratiquer, il s'est fusionné, c'est ce qu'on appelle, on a créé une fusion identitaire, c'est-à-dire on devient ce qu'on croit. C'est pour ça en fait que les sciences disent nous sommes la somme de ce que nous croyons le plus dans notre vie. C'est ça. Notre identité n'est qu'un ensemble de ce que nous croyons le plus dans notre vie et de manière répétitive. Donc, l'identité d'une personne, déjà de base, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'on pense que l'identité nous appartient. Mais en réalité, ça ne nous appartient pas, l'identité. L'identité a été conditionnée depuis la naissance par les systèmes éducatifs parentaux, les systèmes sociaux, les systèmes relationnels. Sous cette base de conditionnement et après interprétation vers 7 ans, on forge en fait notre propre identité, mais qui n'est pas sur une base de choix. C'est pas, on ne choisit pas d'être comme ça. Okay? On a dû s'adapter et développer d'autres choses sous cette base-là. Mais de base, l'information, donc, elle était conditionnée depuis la naissance. Donc, et à 7 ans, de 7 à 13, on commence à créer une partie d'identité sous cette base conditionnée. Et donc, vu que la base initiale n'est pas la nôtre, en fait, notre identité n'appartient pas réellement. Okay? Par contre, quand donc on commence à s'associer du point de vue identitaire, on fait une fusion. Notre identité et notre système de croyances, en fait, il devient en tout temps. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de n'importe quel argument sur n'importe quel sujet, hein? Mais quelque chose qui est, vous pensez que, en tout cas pour vous, c'est comme ça. OK? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans une discussion ou dans une situation dans laquelle
quelqu'un a pris les sens inverses de votre route. C'est-à-dire, imaginez que votre idée, c'était un framboisier, c'est le meilleur gâteau du monde, et que cette personne en face de vous, il vous dit, en fait, que c'est la plus grande connerie de la pâtisserie. Donc, qu'est-ce qui va se passer du moment dans lequel cette personne-là met en discussion cette idée-là, cette idée que vous avez? C'est que vous commencez en fait à prendre la distance. Pourquoi? Parce que on ne parle pas d'un gâteau aux fraises. Là, on parle de peut-être toutes les émotions que vous avez vécues, peut-être derrière à des expériences dans lesquelles vous avez hébergé en vous cette certitude-là. Peut-être quand vous avez fait organiser en soirée ou des trucs avec des copains dans lesquels vous avez fait un framboisier, en plus que vous avez peut-être même fait un cours de pâtisserie pour l'apprendre. En fait, il y a tout un tas d'expériences qui viennent se mélanger, se figer en vous comme certitude long terme. Et du moment que quelqu'un veut dire que cette certitude que vous avez long terme, qu'il est associée à votre identité, elle est nulle, là, ça s'active votre résistance au changement et votre dissonance cognitive. Et à partir de ce moment, la personne en face pourra faire tout ce qu'elle veut. Elle va trouver en fait quelqu'un de fermé avant et peu prédisposé à l'écoute. Même si vous avez une conscience, un éveil super chouette, super élevé à fond, vous vous braquez. Et donc, vous activez votre résistance au changement, la dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que dans votre inconscient, vous avez fusionné. Maintenant, dans quelle partie vous avez fusionné? Uniquement cognitive? Non. Un système de croyance, donc un système de perception depuis l'âge qui se forme et les expériences qu'on vit, ça se cristallise jusqu'au système nerveux. Et ça se cristallise dans 5 dimensions de l'être humain, dans 5 endroits. Moi, je les appelle les 5 dimensions parce que moi, j'ai une vision de les choses que je vais partager avec vous comme des dimensions. Mais après, essayez-vous de mettre en fait ce que vous voulez comme étiquette. Quelles sont ces 5 dimensions dans lesquelles le passage, le chemin d'un système perceptif fait et cristallise des points, comme des piliers, pour se maintenir debout. Et c'est donc notre subconscient, donc pas cognitif, subconscient, juste la partie derrière, émotionnel, inconscient, énergétique et corporel. Donc, cette information a un impact et une clé une clé d'accès à ces 5 dimensions. Comme si devant chaque 5 dimensions, il y avait un gendarme comme ça qui protège cette zone-là et qui dit par ici, on ne passe pas. Ça, c'est affaire interne, c'est à protéger. Et c'est pour ça, en fait, que la plupart des fois que vous avez des clients, vous avez du mal à ouvrir toute cette porte. Pourquoi? Parce que déjà, de base, on prend en considération que la partie cognitive. Disputing. 95% aujourd'hui des professionnels au monde utilisent le disputing. Parce que c'est la première chose qu'on enseigne dans toutes les disciplines. Qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient psychothérapie, qu'elles soient de coaching, ils sont basés tous sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ancienne école de pensée qui disait que grâce à la partie d'échange cognitif, on arrive en fait à ouvrir la possibilité, la compréhension. Donc, il doit passer par ce chemin. Et en fait, les disputing aujourd'hui, les plus grands aussi, qu'ils soient dans la psychologie, dans la psychothérapie du coaching, revient tous en accord avec les découvertes scientifiques qui nous disent que les disputing n'est que le premier activateur de résistance au changement chez vos clients. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que vous entrez dans un magasin de cristal, mais que tous les cristals ils sont invisibles. C'est la catastrophe en fait. C'est-à-dire où vous avez du bol,
et vous passez à travers tous les rayons sans rien faire tomber, ou vous commencez en fait à faire tout tomber. Et ce n'est pas votre faute en fait, c'est invisible. Et ça, c'est la même chose qu'on ne peut pas, quand un client il arrive pour la première fois, on ne peut pas savoir quel est son système de croyance en fait. On ne peut pas savoir en fait sur quelle base il s'appuie depuis longtemps. Et d'une manière en fait, sans vouloir faire esprit, on active nous-mêmes la résistance au changement et la dissonance cognitive. Et dès lors qu'en fait on installe ça, nos clients ils se braquent, nos clients ils commencent en fait à s'enfermer là-dessus, et nous on commence à avoir des sessions multiples et on commence à activer celles qu'on appelle du jargon technique les tentatives solutions. Oui, j'avais une question. Quand Oui, tu dis que 85% utilisent le discounting, c'est bien ça, discounting. discounting? Voilà. Ça voudrait dire quoi qu'on fait tous fausse route parce qu'on utilise tous Ah ce... non, c'est pas qu'on est fausse route, c'est que c'est un peu obsolète comme Ah, façon d'accompagner les clients. Prenons ouais. cet exemple justement, Zara et Gennaro, pour voir si justement j'ai bien saisi. Par exemple, quand tu dis, ben, plus finalement je reste dans un état où je suis pas capable de prendre la parole en public, Mhm, plus je vais renforcer mon système de blocage, entre guillemets, plus je vais perdre en estime de soi, et cetera. Donc si je fais du disputing ou de la confrontation, ben, je vais mhm. dire à mon client, ben non, affronte, va parler en public. Il faut que tu ailles sur la scène. C'est super important que tu ailles sur la scène parce que si tu affrontes ta peur, ben, tu vas vaincre ta peur. Mais en fait, plus je lui dis ça et plus il le fait pas, et plus je renforce son blocage. Exactement. Hein, c'est vraiment ça. Donc la Exactement. confrontation, c'est au lieu de lui dire: «Bon, on va travailler en douceur sur ta croyance limitante», on va dire: «Ah ouais, tu arrives pas à prendre la parole en public? Bah vas-y, va prendre la parole en public. Mais non, En fais-le, fait, Il y a il c'est faut que tu que le fasses». donc c'est des tentatives solutions. C'est pour ça en fait que quand je parle pour répondre à Zara, on fait tous fausse route. C'est pas qu'on fait fausse route, mais à la base et au-delà de l'effet que c'est assez obsolète, interagir de cette façon-là avec les informations, les découvertes en fait que nous avons aujourd'hui de notre cerveau, c'est que dans quelle manière en fait nous avons nous experts aussi envie de mener les sessions d'accompagnement avec nos clients. Est-ce qu'on veut s'amuser ou est-ce qu'on veut lutter? Est-ce qu'on veut faire en fait moins de sessions parce que le client comme ça il retrouve beaucoup plus rapidement son pourquoi et son amusement? Est-ce qu'on veut plutôt sinon penser quand on entre à la maison, punaise, j'ai passé 1 heure avec lui, j'ai la tête qui chauffe, bouillonne comme pas deux et j'ai la sensation en fait que de toute façon il va falloir qu'on revienne là-dessus. Donc, c'est aussi dans quelle dynamique on a envie de travailler. Moi, perso, et sur celle qui se base en fait LC12 Pro, c'est le concept est clair. C'est d'abord, on va analyser une information simple. Les neurosciences nous disent, du moment dans lequel une personne se retrouve face à un résultat non fonctionnel, qu'il n'aime pas, automatiquement veut dire que le système de croyance, il n'est pas fonctionnel. Mais sans entrer dans les croyances qu'on va le voir en focus après. Donc, le but, c'est déjà, LC12 Pro, c'est mettre de côté le conscient, aller chercher dans l'inconscient, éduquer ou conditionner la matrice dysfonctionnelle. Donc, sous quelle base, sous quelle référence ça s'appuie l'idée identitaire qui s'est associée à cette croyance-là, donc à cette certitude qui t'empêche aujourd'hui d'avancer dans ta vie. Comment on va le faire ça? C'est-à-dire comment on va aller chercher dans l'inconscient, comment on va pouvoir récolter cette information, transformer cette information, réinstaller des autres informations. Et on le fait à travers vraiment, LC12 Pro, il est basé sur 3 stratégies. La première, c'est permettre aux personnes de passer par une expérience émotionnelle corrective. Expérience émotionnelle corrective. Pourquoi une expérience émotionnelle corrective? Parce que du moment qu'un patient ou un client, peu importe l'étiquette qu'on veut lui mettre, une personne qui vient nous demander de l'aide, se trouve face à son problème, ça veut dire que dans son système
vu qu'on est des systèmes, dans son système, lui, il est à ce qu'on appelle un néomostase. Okay? Il a l'homostase. Donc, en biologie, l'homostase, c'est du moment qu'un système persiste depuis X temps dans cette impasse, le cerveau ne le reçoit pas comme un impasse. Lui, il voit, tu es depuis un moment là-dessus, ça veut dire que je dois maintenir cet équilibre et ce système. Et lui, il ne sait pas si c'est fonctionnel à notre sourire le matin ou à notre compte en banque. Il ne sait pas tout ça. Et donc, dès qu'on parle d'homostase, on parle de quoi? Résistance au changement. Parce que du moment qu'on veut interagir avec l'homostase, les systèmes s'activent deux systèmes de protection très importants dans l'être humain qui s'appellent résistance au changement et dissonance cognitive. Ça, c'est les deux systèmes d'alarme les plus grands qui, parfois, ils nous aident beaucoup, mais parfois, ils nous piègent beaucoup. Donc, avec LC2 Pro, on utilise la première stratégie qui est celle de faire vivre une émotion, une expérience émotionnelle collective, parce qu'aujourd'hui, par toutes les découvertes en fait, que nous avons en psychothérapie, en psychologie, en coaching, aussi en physique quantique, on a vu que le pouvoir le plus grand de changement, ça se forme, ça se base, ça peut se manifester à travers uniquement des expériences émotionnelles collectives, pour les simples raisons qui sont long terme de transformation et pas court terme. Et vu que nous, en fait, on veut être dans l'efficience professionnelle, parce que LC12 Pro, ça sert en fait à donner une efficience professionnelle au plus haut niveau. Et donc, vu que nous, on cherche plutôt les résultats long terme que court terme, on utilise en fait l'expérience émotionnelle corrective. Et après, donc, via cet outil d'expérience émotionnelle corrective, qui est construit, on va le voir comment, on utilise après deux techniques qui font en fait un seul paquet avec l'expérience émotionnelle collective. Et c'est la diffusion holistique et la fusion intégrative, celle qu'on appelle fusion intégrative, identitaire, et celle qu'on appelle diffusion holistique. Quand une croyance s'installe dans notre système, jusqu'à notre système nerveux, et qui passe par ces 5 dimensions, et que nous, on a fusionné notre identité à ces 5 dimensions, on appelle diffusion holistique. Pourquoi? Parce que pas la thérapie, mais la philosophie holistique, à différence, je fais un exemple d'autres formes de vision, d'accompagnement, prend en considération pas qu'un aspect. L'holistique prend en considération tous les aspects de l'être humain. Et donc, son énergie, son corps, son système émotionnel, il prend en compte l'holistique, prend en compte en fait vraiment la globalité de l'être humain. C'est pour ça que la technique de diffusion holistique, c'est pour aller prendre en fait toutes les parties sur ces 5 dimensions qui se sont associées à quelque chose qui n'est plus fonctionnel à la personne. Et nous, on doit absolument en fait commencer à prendre cette identité et l'enlever dans ce système de circuits en fait neurologiques qui nous font agir, penser, ressentir et produire comme résultat dans cet environnement non fonctionnel. Okay? Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait une diffusion holistique. Donc, grâce, en fait, on utilise l'expérience émotionnelle collective pour arriver à faire une diffusion holistique et pour refaire après derrière celle qu'on appelle une fusion intégrative identitaire. C'est-à-dire, OK, on l'a enlevé de quelque chose qui n'est pas bon, et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le garder comme ça. On doit le remettre dans un autre environnement fonctionnel. Donc là, on parle d'un autre environnement fonctionnel. Donc là, c'était dysfonctionnel. Permettez-moi de me parler croyance limitante et tout son système. Et on doit l'enlever de ce système-là et créer avec lui un système à lui fonctionnel et le rassocier à cette nouvelle soi.
du point de vue holistique et du point de vue identitaire. J'avais une question par rapport aux croyances. Imaginons en fait une personne que la croyance est dans son épigénétique. Est-ce qu'on va parvenir en fait à enlever cette croyance limitante alors qu'elle ne l'a pas connue de son plein gré? Imaginons, je sais pas moi, une personne qui a peur du vide ou qui a peur de l'eau. Elle n'a jamais connu ni d'événements ni d'expériences associées à une émotion négative par rapport à l'eau ou au vide. Mais c'est quelque chose qui est lié à son épigénétique ou enfin en tout cas à sa psychogé. Est-ce qu'on va parvenir en fait à enlever une croyance limitante qui n'est ni logée dans ces 5 dimensions personnelles parce qu'elle est liée à l'épigénétique. Okay. Donc, on ne pourra pas aller chercher dans son inconscient quelque chose qui est logé dans son inconscient, mais que même son inconscient n'est pas conscient de ça. Je ne sais pas si ma question est claire. Très clair. Et tu me permets en fait d'être franche et directe. C'est mieux. Voilà. Ton expression, ça se base sur un présupposé que c'est un faux mythe. Là, tu parles de transgénétique. Oui. Okay? La transgénétique, il faut savoir en fait que depuis déjà 20 ans, était en fait mis en évidence comme on l'a vendu aussi, une mauvaise piste. C'est-à-dire, c'est pas que les croyances sont inscrites dans notre épigénétique. Au contraire, c'est notre système de croyances qui transforme et qui gère notre épigénétique. Donc, une information transgénérationnelle, en fait, c'est-à-dire qui était dans nos cellules, dans nos systèmes biologiques, qui nous vient en fait dans nos parents, principalement, qui vient en fait par plein de choses aussi. Si on contextualise aussi la physique quantique, la caméra. Voilà. En fait, il faut savoir que je te fais un exemple vraiment très pratique pour t'expliquer ça. OK? Et je donne comme ça du contexte scientifique. Prenons que ta maman, non, je ne veux pas te mettre au discours de ça parce que ça peut créer des... Prenons que les parents d'une personne, OK, ont développé dans leur vie des cancers, OK, avant d'avoir en fait le bébé au monde. Donc, selon les anciennes versions, ça fonctionnait comme ça. Maman, papa ou un des deux, information en fait transgénétique à l'intérieur de soi, développeur en fait, donc développe un cancer, transmission génétique natale. L'enfant est un peu foutu, c'est-à-dire que dans l'information, je le passe en fait une prédisposition au cancer et cette personne va faire un cancer dans sa vie. Okay? Donc ça, c'était, on peut dire, pour schématiser et vulgariser un peu, celle qui était jusqu'en fait à la découverte justement de l'épigénétique. Que Monsieur Bruce Lipton, il nous a permis en fait de faire des bons en avant de connaissances incroyables. Qu'est-ce qui c'est? Donc ça veut dire quoi? Cette ancienne information, elle était basée sur le fait que nos gènes, activent et gèrent notre évolution. Donc tout ce qui était dans nos gènes donnait la suite à notre vie. Parce qu'elle pensait que c'était nos gènes qui forgeaient notre évolution neurologique, biologique et compagnie. Jusqu'à quand, en fait, on a vu que, oui, effectivement, on a des informations transgénétiques, mais il faut le voir, en fait, comme une piste, comme un flingue, où le cancer, c'est le coup qu'on a dedans, et que les systèmes de croyance, c'est celle qui appuie sur les faits. C'est-à-dire, on a l'information. Ça ne veut pas dire qu'il va s'activer cette information. J'ai du transgénétique, c'est-à-dire j'ai des informations qui passent dans notre cellule, dans notre biologie, et qui sont à l'intérieur de moi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'intérieur de moi, qui vont se développer. Ce qui va faire sorte que cette prédisposition s'active, c'est l'environnement dans lequel nos gènes baignent. Et quand on parle d'environnement biologique, on parle de notre système de croyance. Donc, si par les systèmes de croyance de mes parents à la naissance, ils font développer un certain système de croyance activateur, je vais développer un cancer.
Autrement dit, si mes parents et moi-même, je n'ai pas, en fait, ou je construis autour de ça une autre, en fait, génétique de croyance, je vais modeler, en fait, les gènes qui portent cette information et il ne va pas s'activer. Ça, c'est ce qui a découvert justement l'épigénétique. Et c'est ça, en fait, qui a fait évolutionner, révolutionner vraiment les recherches dans ce facteur-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette découverte, il nous a donné la possibilité de comprendre et d'avoir vraiment le plus grand pouvoir de notre vie, celle du Créateur. C'est-à-dire que c'est notre système de croyances qui crée notre évolution et nous ne sommes pas, en fait, destinés à une évolution génétique. Et c'est différent, en fait, d'avoir l'inverse comme pouvoir. Là, je n'ai pas de pouvoir. C'est ma génétique qui va gérer le tout. Là, non. Je peux transformer à travers mon système de perception et donc d'association, donc d'identité, donc de comportement et compagnie. Je peux changer l'environnement dans lequel les gènes baignent afin de polariser un environnement en fait fonctionnel à ne pas activer cette prédisposition. Et ça, c'était démontré vraiment en laboratoire. Ils ont pris vraiment des échantillons de gènes prédisposés à certaines choses-là. Ils l'ont mis dans des contextes dans lesquels, en changeant l'environnement, c'est pour ça que Bruce Lipton il a découvert l'épigénétique comme ça, hein, en mettant en fait l'information des gènes dans des événements, a changé l'environnement d'une manière chimique. Et il voyait en fait que ces gènes interagissaient avec l'environnement d'une déterminée façon. Et donc, il a vu que la même information sous des environnements différents, certaines protéines agissaient d'une manière totalement différente. Et alors, il a dit, mais si c'était la même situation, il devait faire partout pareil. Et c'est là qu'il a commencé à comprendre en fait que c'est l'environnement qui active ou désactive la prédisposition. Par contre, si tu installes à toi un système et tu changes en fait la vision de toi en association avec quelque chose qui était non fonctionnel vers un environnement qui est fonctionnel, ton système épigénétique commence à changer, à s'adapter. Et donc, tes pensées vont être câblées sur d'autres circuits qui porteront à d'autres comportements, à d'autres réflexions et à d'autres résultats. Et c'est un effet, en fait, boule de neige qu'on fait grâce justement à ce concept dans lequel je m'appuie avec LC12 Pro. C'est quand on reçoit un client, c'est comme recevoir, en fait, c'est comme entrer dans un magasin de cristal où tous les objets et les étagères ils sont invisibles. Pour éviter de faire je dois rendre visible déjà tout. Et nous, grâce en fait à LC12 Pro, on rend visible tous les étagères avec les trucs de cristal. Comme ça, on sait comment éviter de faire du dégât. Et après, on peut s'amuser à changer la décoration avec les autres outils que nous avons pu mettre à disposition ou acquérir dans les temps avec d'autres techniques. Mais si je ne fais pas d'abord ça, si je change d'abord la perception à l'intérieur de la personne vis-à-vis de cette chose-là, ne pourra pas s'activer une vraie transformation durable dans les temps parce que son système de perception sera toujours en fait bagué, il y aura toujours en fait un dysfonctionnement qui à un bout de moment, et c'est pour ça en fait que, et je pense que vous l'avez déjà vécu avec vos clients, que vous avez l'impression d'avoir fait faire un pas en avant aux clients, ça dure en fait pour un court temps et après, ça revient un peu en arrière. Ça revient un peu presque pas le même principe, parce qu'il y a quand même une base d'évolution, mais il revient quand même un peu sur le même schéma. Et puis, rebelote. Pas duré longtemps. Pourquoi? Et d'ailleurs, une des statistiques en Europe, c'est que quand un client vient vous voir, un patient, un client vient vous voir, lui a déjà consulté 3 experts avant vous sur la même problématique. Donc, quand un client vient à vous, sachez que vous êtes le 4e. En moyenne, vous êtes le 4e expert qui le prend en charge sur la même problématique. Et ce n'est pas pour rien, en fait. C'est parce qu'en fait, ça dure, pouf, et ça revient. Ça dure, pouf, et donc je vais changer. Ah non, mais c'était lui, en fait, c'était cet expert-là qui ne m'a pas trop compris. Et je vais voir un autre expert. Et je viens sur le même problème. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait travailler en disputing tout le temps.
Et donc, il m'a enfermé dans mes convictions. Et vu qu'il n'a pas compris réellement mon problème, parce qu'il reste figé encore sur mon identité, et je ne veux pas changer mon identité. Et du moment que quelqu'un nous demande de changer notre identité, on dit et pourquoi je vais changer mon identité? Qui es-tu? Même si c'était, je pense que même si c'est Macron ou le pape qui vient vous voir et vous dit Amélie, Laurence, Timothée, ça, votre identité doit changer parce qu'il n'est pas bon. Vous n'êtes pas bon. Peu importe le Dieu qui vient en face, vous le mettez en discussion, vous dites tu crois qui toi? Pourquoi tu veux dire que mon identité est fauchée? Et la tienne est juste. On va en confrontation. Pourquoi? Parce que l'identité, c'est le niveau le plus haut, à part la partie spirituelle, qu'un être humain puisse avoir en soi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des niveaux logiques de Dietz? Oui. Voilà, Oui. il y a une pyramide bien précise qui montre en fait quels sont on peut dire les niveaux de changement, les niveaux d'action plus que de changement d'une personne. Et dans les niveaux logiques de Dietz, qui était aujourd'hui et qui est utilisé encore aujourd'hui dans toutes les bases de compréhension de transformation, ben, l'identité, il vient juste avant, et oui, si on fait la pyramide, à la partie spirituelle, mais pas en termes de religion. Spirituelle, c'est notre noir, le sens de notre vie, ok? Donc, c'est pour ça que nous mettons en fait les ongles pour protéger notre identité, ok? Donc, on a vu en fait pourquoi, quel est le but, sur quoi il se base, quelle stratégie en fait on utilise et qui est composée par 12 étapes et qu'elle est de base, LC12 Pro, il est divisé en deux pour englober toute cette partie qu'on vient de partager, donc les 5 dimensions, la transformation. Il est basé sur 2 aspects, un process cognitif et un process inconscient. Quand on peut utiliser et dans quel contexte LC12 Pro exprime son plus grand potentiel? Dans 3 situations particulières. Et attention, j'ai bien dit dans quel contexte et je n'ai pas dit sur quelle problématique. Parce que vous allez voir que vous pouvez l'adapter sur tout type de problème. Et on va le voir vraiment dans la deuxième journée quand on va faire vraiment l'extraction. On va la faire de manière pratique. OK? Et vous allez voir en fait comment là, on peut transformer tout type de problème à travers en fait le protocole dans l'essence d'aller chercher la matrice non fonctionnelle. OK? Donc là, je ne parle pas sur quelle problématique, dans quel contexte lui peut être utilisé. Donc, il peut être utilisé sur 3 formes particulières. D'une, tout au début, c'est-à-dire je reçois un nouveau client, OK, et la personne vient poser son décor. On va faire en fait le processus. Comme ça, j'ai le mapping total de ces blocages inconscients. On va transformer celle qui a un impact émotionnel plus fort. Et après, une fois que j'ai la carte totale, c'est un peu comme j'ai rendu visible tous les objets. OK, je fais d'abord en fait, le pas plus important et après, j'ai tous les objets visuels et avec tous les autres outils, je peux continuer à assurer que la conduite vers la transformation puisse en fait ne pas avoir d'autres problématiques ou accompagner sur d'autres choses en fait qu'il y a besoin. OK? Donc, c'est au début. Donc, je change ma façon de travailler, mais pas que je vais remettre en question mes outils et mes compétences. Non, je ne veux pas dire ça. C'est, je démarre ça pour avoir la ligne, pour savoir dans quel sens je vais, quels sont réellement ces points de perception interne. J'élimine à celle qui est déjà relative à son fantasme et donc à son problème qui génère toutes ces souffrances en fait inconscientes. Et après, je peux m'adapter avec mes outils pour continuer mon programme. Je ne sais pas, en plus, si vous travaillez qu'à la session, si vous travaillez avec un programme, peu importe dans quel sens vous travaillez, vous adaptez par la suite, en fait, le reste de votre capacité dans le suivi du client. Premier cas. Deuxième cas, c'est une situation bloquante. C'est-à-dire, vous avez déjà des clients ou vous avez eu des clients et peut-être vous avez
senti un peu les sentiments, ressenti les sentiments comme je sais que j'ai pas eu une belle performance là-dessus. Ensemble, hein, on n'a pas eu une belle performance ensemble. Vous pouvez rappeler et donc vous pouvez prendre une situation qui était bloquée, qui est restée bloquée, qui n'a pas pu avancer et prendre en fait le stop pour aller débloquer la situation. Et troisième situation, c'est pour créer un peu une vitrine de nouveaux clients. C'est-à-dire, c'est déjà une moyenne pour augmenter vos packs d'accompagnement. Pourquoi? Parce que, imaginons que, je pense que nous sommes tous sur le même bateau, c'est-à-dire nous sommes indépendants. Et quand on parle d'indépendant, on parle de renouveler notre portefeuille client. Autrement, on n'avance pas. Okay? Donc, on a besoin de générer de nouveaux clients et surtout de fidéliser les anciens clients. Donc, dans ce contexte-là, LC12 Pro, c'est un allié super fort. Pourquoi? Parce que quelle est la partie plus grande qu'on retrouve sur les marchés aujourd'hui comme limite? C'est que où on a un positionnement de branding fort et que là, les personnes viennent à nous parce qu'on est tellement connus, j'ai fait un exemple. Si quelqu'un il cherche des solutions de PNL, il sait que l'école de Bandler, c'est celui-là qui l'a formé. Lui, il vit comme Tony Robbins dans son domaine, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont une personnalité, un branding tellement fort, il n'y a pas besoin même pas de faire de la publicité. C'est comme Porsche, comme Ferrari, comme Lamborghini. Ils ne font pas la publicité 5 fois, 6 fois par jour à la télé pour te montrer des Porsche. Parce que leur positionnement sur le marché, elle est tellement connue que les personnes vont directement le chercher. Mais dans notre contexte dans lequel nous avons un autre environnement dans lequel on n'a pas non plus une connaissance, on n'est pas non plus connu au monde, donc il y a une première barrière initiale qui c'est celle de la non-familiarité, celle qu'on parle techniquement dans le marketing, un élément en fait de résistance pour acheter un service chez quelqu'un, c'est la non-familiarité. Donc, je n'ai pas dans la familiarité avec cette personne, je ne la connais pas trop, donc j'y vais un peu doucement. Et quand j'y vais doucement et que dans mon pack que je propose, je te propose en fait peut-être quelque chose autour de, là j'invente des prix, autour de 1 000 € pour 3 mois. C'est quand même 1 000 €. Et donc, ou peut-être un pack de 7 sessions ou de 8 sessions. Et donc, lui, il se fait des calculs. Il me coûte 100 € la session, c'est 800 € avancé. Ah, waouh, quand même. Donc, faire vivre en fait un blocage dans lequel on dit voilà comment il est structuré. Toi, tu vas arriver là. Nous, on va passer d'abord pour aller défoncer ça. Et après, sur cette base-là, on adapte et on fait les packs, comme vous le présentez. Et si vous voulez, en fait, on fait la partie initiale, c'est-à-dire on va faire la phase 1. Et en fonction de ça, en fait, si ça vous va, on peut continuer ensemble. En sachant que nous, on vend un résultat. Et c'est un levier super important de notre outil parce que nous pouvons garantir un résultat de transformation immédiate et on va l'avoir en fait aussi dans les autres jours à travers en fait la vérification. C'est-à-dire l'effet est tellement objectif et pas subjectif parce qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée à la session que la personne par auto-coaching va se convaincre en fait de cet effet à l'intérieur de soi. Et là, la transformation n'est plus subjective à dire « Ah oui, mais non ». Non, c'est le résultat, tu es arrivé, tu avais ce blocage, tu avais cette corps qui parlait comme ça, cette bouleversement mental, cette condamnation, ce truc-là. Tu te sentais en fait assez, en plus quand on a trouvé, alors dans certaines situations, quand on fait l'illustration, vous allez voir, en fait, vous allez avoir des personnes ou qui pleurent, ou qui sont en fait très crispées, ou qui subissent en fait un peu l'effet d'avoir mis les doigts là où ça fait mal. Et donc, c'est gênant pour la personne. Et son évaluation, elle est gênante aussi. Et tous les principes qu'on va voir dans l'illustration, vous allez voir en fait comme ça va un peu piquer aux fesses en fait le client. Donc, il se retrouve dans une situation d'inconfort général, objectif. Et subjectif à lui, il la ressent fort. Et 1h30 après, il se retrouve dans un contexte dans lequel, même en faisant le stimulus sur la croyance, en fait,
sous l'ancienne croyance identitaire qui était figée, la personne elle dit peut-être ne m'appartiennent pas ou exprime en fait des situations où les émotions ils sont au contraire ils sont devenues fortes, ils voient le pourquoi, ils voient toute cette forme d'énergie, elle se sent même il faut que j'aille, il faut que je mette en pratique. Ils sont sur une autre dynamique, même si on les stimule, si on passe par les stimulus de la matrice qui était dérangeante et qu'on interpelle son corps dans lequel, avant de commencer, il était crispé, il se sentait pris à la gorge, les plexus solaires bloqués, ou j'en sais rien, les épaules, les oreilles, la tête, et que là, on interroge toute cette partie du corps et sont libérés et chargés positivement. Là, c'est objectif. On ne peut pas dire le contraire. C'est objectif. C'est lui-même, en plus, qui va l'avouer dans la contre-vérification qu'on va voir, en fait, comment la faire d'une manière vraiment pratico-pratique. Donc, vu que nous, on vend ces résultats, quand un client qui doute un peu de vous, il vit déjà un résultat fort comme ça, en fait, il commence à avoir des doutes si vous quittez ou pas, en fait. Il va venir de si vous quitte. Parce que pour lui, c'est parlant, c'est un résultat. C'est pas, OK, on fait des sessions et on verra et on s'adaptera à fur et à mesure. Non, non, là, lui, il a déjà vécu un résultat. Donc, il dit, waouh, OK, intéressant. OK, je comprends. Et donc, c'est aussi dans ce contexte qu'on peut le faire. C'est pour, en quelque sorte, prouver à la personne que nous avons les bons outils pour, et on dit, OK, après, si vous n'êtes pas convaincu de ça, je comprends, et vous êtes libre en fait, de ne pas suivre, en fait, pour vous donner en fait une synthèse explicative. LC12 Pro, effectivement, alors, il y a deux versions, si vous voulez. Il y a une version Pro, il y a une version client. Donc, la version Pro, pour nous, c'est un protocole d'efficience professionnelle pour libérer la matrice non fonctionnelle d'un blocage profond, en travaillant grâce à une expérience émotionnelle corrective via la diffusion holistique et la fusion intégrative identitaire. Donc ça, c'est pour donner un contexte. Pour le client, on ne va pas utiliser ça parce qu'il va dire dans quelle langue vous m'avez parlé. Pour le client, on va juste expliquer en fait que LC12 Pro, c'est une session, c'est une méthode pour travailler sur la cause et pas sur les effets. Et que le problème que vous matérialisez n'est que justement la matérialisation de ce blocage profond qui génère en fait cet dysfonctionnement dans votre vie comme le résultat que ça ne vous plaît pas et que vous voulez absolument qu'il change. Et afin de pouvoir être changé, on doit enlever la racine qui alimente d'une manière en fait non fonctionnelle ce problème-là. Et une fois qu'on a enlevé et traité la racine, par effet, on aura en fait aussi traité le problème. Et vu qu'on parlait de les 3 phases, là je parle plutôt côté expert et pas côté client. Côté client, lui va avoir une seule et unique fil conducteur. Il ne va pas avoir aucun segment, aucune chose. Nous, pour vous, vous devez savoir qu'en fait, que le protocole LC12 Pro, donc si on prend tout le protocole, il se divise en fait en 3 phases spécifiques. Il y a une première phase qu'on appelle la phase d'extraction. Il y a la phase centrale qu'on appelle la phase de la diffusion. Et la troisième phase, c'est celle qu'on appelle la phase de la fusion intégrative. C'est un peu comme je vous ai déjà annoncé. Donc, il y a une phase d'extraction dans laquelle nous, on va chercher dans les systèmes justement inconscients, éduqués ou conditionnés, là où les matrices non fonctionnelles qui tiennent debout une croyance limitante. Et pour faire ça, je veux faire en fait un petit dessin. Donc, je fais appel à mon art. Donc, je vous demande d'être indulgent par rapport à ça. Je vais vulgariser un peu notre cerveau. Mais ça va vous donner en fait quand même un contexte plus clair.
OK. Donc, imaginez que OK. Donc, vous devez imaginer que celle que je vais utiliser en fait des abréviations. Changeons de couleur. Voilà. Donc, imaginez que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle notre croyance. OK? Notre certitude. Et vous voyez, j'ai bien mis un point, mais je n'ai rien mis derrière. Et après, nous avons les références qui tiennent debout, qui emprisonnent la croyance, dans laquelle tout notre système plénologique qui se câble autour. OK? Donc, comme on peut voir, la charge en fait d'une croyance, OK, elle peut être de deux en fait perçue. Il peut être perçu comme de deux manières. Une manière fonctionnelle et une manière non fonctionnelle. OK? On parle de perception. Ce qui définit en fait cette perception-là, donc ou positive ou négative, sont l'ensemble en fait de cette 3 I que vous voyez ici. OK? Sous cette base d'interprétation de I, on va mettre une étiquette ah, j'ai une croyance limitante ou ah, j'ai une croyance aidante. C'est la base de cette 3 I là. Il faut savoir en fait qu'une croyance de base, par contre, elle n'a aucune charge ni émotionnelle tout. Une croyance est neutre. Toutes croyances sont neutres. Ce qui nous fait dire que c'est fonctionnel ou non fonctionnel, c'est ce qu'on appelle les piliers, la matrice, les références sous base expérience, sous base conditionnée et compagnie, qui définissent en fait celle qu'on appelle la matrice non fonctionnelle. Et la matrice non fonctionnelle, on la retrouve en fait dans ces 3 I que vous voyez ici, c'est IP, que c'est impossible. OK? Donc, c'est impossible. IC, que c'est incapable. OK? Et IM, pardon, c'est pas un M. Et IM, que c'est imposteur. Donc, quand nous avons la perception ou pas, où on travaille face à une croyance qu'on appelle une croyance limitante, la charge en fait perçue est négative. OK? On a une charge en fait négative. Donc, charge négative. Vous devez savoir en fait que derrière tout ça, le client, il met une étiquette consciente. Je fais un exemple. Je ne peux pas atteindre mon résultat car je procrastine. OK? Ça, c'est son niveau de conscience. Ça, c'est... Pardon. J'ai la mouse qui déconne. Donc, ce que vous voyez, en fait, entouré, je vais changer la couleur. Là, ne change pas la couleur. Ce que vous voyez ici, OK, ça, c'est son niveau de conscience. Lui, dans son conscient, OK, il dit que si lui, il a ça, c'est parce qu'il procrastine. OK? Lui, il voit ça. OK? Et nous,
on s'en fiche de ce que lui conscientise là. Ce que nous, on sait, c'est que derrière cette association, il y a la matrice qui tient là-dedans, dans cette triangle, dans cette prison, nos systèmes de croyances qui nous fait agir, penser, et comporter et produire comme résultat quelque chose qui ne nous plaît pas. Existe par contre, ces 3 I que vous voyez ici, donc impossible, incapable et imposteur, ne sont pas tous à la même puissance, à la même charge. C'est-à-dire, celle-ci, elle peut avoir en fait un impact, une force plus, celle-là qui est plus, et celle-là en fait plus. Un impact négatif. Hein? Donc, ça veut dire que sur cette base de procrastination qu'elle ou lui voit, perçoit, ok, il a une force forte sur l'imposteur et des forces en fait minoritaires, ce qu'on appelle des forces minoritaires, soit impossibles et incapables. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière pratico-pratique? Imposteur, alors impossible, c'est pas la peine que j'aille en fait à cette soirée, que c'est impossible que je puisse rencontrer quelqu'un, car à chaque fois je rencontre personne. C'est impossible. Okay? J'ai des éléments qui me font dire que c'est impossible. Je généralise, tu vois. Ici, c'est incapable. C'est pas la peine que je m'y mets à étudier l'anglais, car je suis trop vieux. Ok? Quand je suis incapable, je suis trop vieux, je manque de ressources. Et l'imposteur, c'est tout ce que c'est sur la base de perception de valeur intrinsèque. Je ne le mérite pas. Je ne peux pas être heureux car je ne mérite pas cette femme, cet homme dans ma vie. Ou je ne peux pas avoir ça car je ne le mérite pas. Ou je ne peux pas avoir ça car je ne vaux rien. Je ne peux pas faire ça car... Ok, donc tout ce que c'est basé sur la valeur perçue de soi, c'est sur la case imposteur. Tout ce que c'est vu comme impossible par généralisation, c'est dans la case justement de la matrice impossible. Et l'IC, c'est vraiment sur les incapacités. Je ne suis pas capable à générer X. Je n'ai pas les capacités pour. Okay? Donc, nous, savoir en fait comme ils font la base de coaching classique ou d'autres formes d'aller chercher vraiment c'est quoi sur ces bases identitaires, d'aller chercher en fait qu'effectivement ça s'agit en fait de l'IM, j'ai fait un exemple. Nous, dans notre protocole, on s'en fiche de cette information. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans tous les systèmes de croyances, les 3 ils sont présents à des degrés différents. Mais les 3 ils sont présents et les 3 ont besoin de sauter et pas un seul. C'est-à-dire si je décharge juste les IM ici, les autres ils vont quand même être liés ensemble, tu vois. Ils vont quand même faire la boucle. Et même si je baisse un peu la charge ici, parce que j'ai réduit ça, ça ne change rien en fait. La seule chose qui me fera à moi partir, c'est de faire ça. Moi, je parle de client. Sortir de cette prison-là pour rentrer dans un nouvel environnement, ok, fonctionnel, dans lequel les 3 I que je voyais ici, au lieu d'être des 3 I, ils se transforment dans « ok, c'est possible pour moi, je me répute capable pour le faire et je mérite en fait ça ». Ça s'enlève la négation. Et là, la croyance devient en fait à ce moment-là une croyance porteuse. Mais c'est la même croyance qui ici va être accompagnée, souscrite, celle qu'on a fait dans la phase de fusion intégrative identitaire, avec une autre croyance porteuse qui vient en fait s'unir à la base qu'on a neutralisée, parce que c'est là on l'a neutralisée parce qu'on l'a sorti de ce contexte. Et on utilise la base de cette expérience qui nous faisait agir, et on va les voir en fait dans le processus pourquoi et comment on nous fait agir. Et on va récupérer toute cette puissance qui était fonctionnelle à un bout de moment pour la réutiliser dans cette nouvelle matrice fonctionnelle. Donc c'est ça en fait qu'on fait. Nous,
dans notre protocole, et d'ailleurs, en fait, sortait en fait dans l'idée qu'on peut éliminer une croyance limitante. C'est quelque chose de fausse, on ne peut pas éliminer. C'est une déconnexion synaptique créée dans nos cerveaux, on ne peut pas les éliminer. Par contre, on peut changer la connexion des chemins qui portent entre celle qui était la croyance, en fait, l'ancienne système de référence, à les nouvelles systèmes de référence, avec une nouvelle croyance porteuse et aidante, mettez-vous l'étiquette que vous aimez le plus. Et donc, notre rôle, celle qui fait le pseudo-hypnose, c'est exactement ça. Il vient détecter quels sont les degrés, où ils sont les degrés, où il est dans nos systèmes nerveux, parce que ce que vous voyez ici, les IP, les IC, les IM, en fait, sont dans les systèmes nerveux, dans les systèmes énergétiques, dans les systèmes corporels, dans le système subconscient, les systèmes émotionnels. On va nettoyer tout ça et on va dire, la personne elle-même, on va la sortir de ce contexte-là. Et en bout de moment, vous allez voir, dans le process, on va créer un court-circuit neurologique. C'est-à-dire, la personne, pour un moment, c'est qu'on utilise, je ne sais pas si en France on utilise cette expression, c'est ni viande ni poisson. On est dans la terre de l'inconnu, c'est-à-dire, ok, il n'est plus fonctionnel, mais c'est quoi maintenant? Ok, je ne crois plus à ça et à quoi alors? Ben, c'est là en fait qu'on fait toute la partie de fusion intégrative dans une nouvelle en fait croyance qui devient après porteuse et aidante en aide aussi de l'ancien. Donc on réutilise celle qui était perçue comme négative parce qu'on a contrebalancé les systèmes perceptifs qui étaient polarisés vers la perte, vers les dysfonctionnements, vers les choses non fonctionnelles. On va équilibrer les systèmes perceptifs dans lesquels on va réévaluer qu'en réalité, cette croyance limitante, s'il était là, il y avait des justes causes aussi. On va rééquilibrer les systèmes de perte pour après dépasser les systèmes d'équilibre et les reporter vers les systèmes de force, donc celle qu'on appelle une croyance porteuse. Donc en fait, il faut voir vraiment si on utilise en fait un schéma visuel. Juste, je vais arrêter pour que je voie plutôt en grand. Après, de toute façon, je le remettrai si vous avez besoin. De toute façon, ça restera aussi dans l'enregistrement. Il faut voir comme ça. Ça, c'est, on peut dire, le point neutre d'une personne, c'est-à-dire dans lequel les émotions ne sont pas ni dans l'euphorie et ni dans la tristesse, ni dans la colère. Neutre, bien, normal. Okay? Donc ça, c'est un bon système de perception, équilibré. Okay? Donc, quand la personne va venir à nous, son système de perception, de perte, de considération, d'estime, il est comme ça, il est en négatif. Donc, il voit la perte derrière ça, il voit la condamnation, il voit tout ça. Et donc, nous, dans la première phase d'extraction et dans la première phase du processus cognitif, on porte à contrebalancer ça. C'est-à-dire, la première phase qu'on fait, c'est, OK, on équilibre tout. Avant, tu voyais qu'il la perte, donc qu'il était ici, qu'il la perte. Maintenant, tu commences à voir, en fait, qu'il fonctionne aussi et qui te porte aussi des bénéfices, et qui te porte aussi des avantages, et qui te porte aussi du pourquoi. Et du moment qu'on a équilibré ça, la personne il commence à changer déjà sa perception, on commence à le porter sous un autre angle parce qu'on rajoute un élément qui n'était pas considéré dans l'équation. Et à partir de ce moment, on fait passer, en fait, donc, cette perspective de neutralité en charge forte positive vers ici qu'il y a cette nouvelle croyance porteuse, cette nouvelle identité, qui en réalité, ce n'est qu'une partie cachée de soi, qui lui va se reconnecter à cette partie-là et va se réévaluer. Et donc, il va voir ici, il y a tout un nouveau champ énergétique, il y a tout un nouveau champ identitaire, il y a tout un nouveau champ d'émotions, d'énergie. OK? Ben, nous, on le porte là et on le fait en fait comme ça, refaire un gap. C'est pour ça en fait que c'est un effet fort, parce que c'est pas qu'on fait juste ça. Les gaps qu'on produit, c'est du moins, on peut dire, dans l'effet négatif, à un effet positif. Et quand on parle d'un effet positif, c'est un gap, on peut dire, entre plus 10 et moins 10. C'est pas plus 10 qu'on a fait, on a fait un plus 20. Parce que les moins 10 pour arriver à 0, plus les plus 10 pour arriver à 10. Donc on a fait un gap de plus 20. C'est pour ça que la perception de transformation, d'effet, d'impact, elle est forte à la personne immédiatement. OK? Donc ça, c'est la partie de comment
et pourquoi nous, on interagit avec les systèmes du perceptif pour travailler sur cette matrice-là, pour travailler vraiment d'une manière vraiment très, très, très forte sur cette partie-là. Et on utilise ces 3 phases. L'extraction, la diffusion, pour aller faire voilà, si je reprends les schémas comme ça, vous voyez ici, ok? Donc, la première partie, celle qui est l'extraction selon vous, c'est laquelle? Dans les dessins que vous voyez ici. L'extraction. Oui, si on parle de la première phase, on dit qu'il y a 3 phases, extraction, diffusion et intégration. Si vous voyez les dessins que je vous ai fait ici, où est l'extraction? Quelle est pour vous l'extraction? C'est le CL qui sort en fait de la matrice, non? Non. Ah. Ouais, pardon. Tu peux répéter la question, Gennaro, pardon. Oui. Si vous prenez l'exemple, les dessins que vous voyez ici, oui, et on le met dans le schéma des 3 process, dans les 3 process, extraction, diffusion, fusion, intégration. Dans ces dessins-là, quelle partie, selon vous, représente l'extraction, quelle partie représente la diffusion, quelle partie représente l'intégration? L'extraction, c'est... attends. L'extraction, elle sert à regarder... Pas à quoi ça sert. Ouais. Dans ces dessins-là, quelle est la partie qui représente l'extraction, selon vous? C'est juste le rond, non? Juste le rond. Avec le CL, non? Non. C'est là où on trouve la croyance limitante. La matrice. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est cette partie-là. Ça, c'est l'extraction. On peut dire ça, voilà, je fais comme ça. Ça, c'est l'extraction. C'est-à-dire, on va travailler... ça, c'est l'extraction. OK? Donc, on va voir toutes les matrices qui sont liées, donc toutes les croyances qui sont liées à ces 3 références. C'est-à-dire, ici, j'aurai un nombre X, ici, un nombre X, et là, un nombre X. OK? OK. Donc, ça, c'est l'extraction. Donc, on va comprendre sous quelle base celle-ci reste là-dedans, bloquée. Ah oui, OK? Extraction. Diffusion. C'est cette croyance. partie-là. Ça, c'est la diffusion. Donc, ça, c'est sortir la croyance limitante, en fait. Ouais. Ça On libère tout ça. On va contrebalancer tout ça. Ça, c'est la diffusion. C'est-à-dire, quand on dit contrebalancer et augmenter, c'est qu'on va prendre l'identité qui est associée à toute cette matrice-là, non fonctionnelle, et qu'on commence, en fait, à le porter vers la transformation. Et après, celle que vous voyez ici, c'est la phase intégrative. La 3e phase, la phase intégrative. Donc, on a extraction, on a ici la diffusion, et on a ici la fusion identitaire. OK? C'est ici les 3 phases que nous utilisons. Et on passe par extraction, diffusion, partie processus cognitif et processus en fait inconscient. Et pareil, pour venir à faire en fait après la fusion grâce à tous ces processus-là. Et juste l'extraction, c'est quand on va poser des questions des portes, c'est ça? Les différentes portes qui nous empêchent d'atteindre l'objectif, c'est là où on fait la phase d'extraction. On est d'accord? Ouais, en fait, nous, on prend l'étiquette qu'il lui nous pose. Sur cette base de l'étiquette, on fait l'extraction de la matrice. Okay. Ouais. Et une fois qu'on a fait l'extraction de la matrice, on va trouver à l'intérieur de ça tous les croyances. Et après, on trouve en fait celle qui est pour lui, c'est la plus impactante du point de vue émotionnel, du point de vue de souffrance, du point de vue en fait de perception. Et on choisit parce que comment on va choisir, on va le voir dans l'extraction de manière vraiment pratique, mais sous quel principe on décide de travailler ensemble, c'est sur celle qui a l'information basée sur 2 points. La partie a un impact émotionnel et la partie a un impact de certitude perçue à l'intérieur de soi. Est-ce que juste pour faire en fait, pour mettre en contexte, est-ce que quelqu'un ici, il a des formations ou en tout cas il a un peu suivi de près ou de loin la PNL?
entendu parler ou des choses comme ça. OK. Donc, une des outils, on peut dire, qu'on utilise le plus, c'est le désancrage ou l'ancrage. OK? Donc, comment faire cette fusion? On appelle ça, c'est une technique de fusion et de diffusion. OK? C'est que la PNL l'appelle en fait ancrage ou désancrage, c'est diffusion et fusion. Ni plus ni moins. Donc, du moment dans lequel j'ai un ancrage négatif, OK, et je vais faire sauter l'ancrage négatif, le cerveau déteste le vide. Je ne peux pas rester avec un vide. C'est pour ça que, quand je vous disais, un bout de moment, on va créer un court-circuit. Et les courts-circuits neurologiques, dans les dessins qu'on a créés, c'est exactement cette... Vous voyez qu'ici, je vais utiliser une autre couleur, jaune. Je ne sais pas si ça va se voir. Vous voyez ici, il y a un espace. OK? Cet espace-là, après, nous, on l'intègre avec la nouvelle croyance, mais en bout de moment, ici, ça se fait en fait en vide. C'est-à-dire, jusqu'ici, on a sorti d'ici, on a mis en doute la personne ne comprend plus rien pour un moment. C'est-à-dire, il doute en fait de tout, et du moment qu'il doute, on crée en fait ce qu'on appelle la fertilité. C'est à ce moment que j'ai créé un vide, je peux installer quelque chose de nouveau dedans. C'est pour ça que le vide, on le crée avec la neutralisation de la croyance limitante, la transformation, et à bout de moment, ça se crée un vide. Et à partir de ce moment, j'installe une nouvelle croyance et j'ai la possibilité de l'installer parce que le cerveau de la personne, en étant en reset, il crée un vide. Et c'est la même stratégie dans laquelle ça se forge une croyance initialement. Vous savez comment dans notre vie, on forge en fait une croyance? C'est exactement ça. C'est qu'on a un vide et une ressource externe, considérée à ce moment comme influence dans notre vie, vient injecter son système de croyance, son système de vérité, et nous, on l'adopte comme certitude à l'intérieur de soi. Si on n'avait pas cette vide, on ne peut pas intégrer. Après, comment ça se fige? C'est grâce à la répétition de croyances, de penser là-dessus, et que je commence à agir sur cette base-là. Alors là, je la cristallise, juste au système nerveux. Donc, quand nous avons, exemple pratico-pratique, c'est comme imaginer que vous avez une soirée. Et cette soirée-là, vous êtes tous invités à ma soirée. Et là, je ne vous connais pas. Mais dans un échange, vous me faites savoir en fait que vous adorez la pizza. Et je dis, waouh, j'ai une information. Mais maintenant, j'ai un problème. Je ne sais pas faire la pizza. J'ai envie. Je ne sais même pas d'où je commence à faire une pizza. Je ne sais rien en fait. Et je vais en panique. Pourquoi? Parce que j'ai envie en fait. Je ne sais pas en fait. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Je vais sur Google. Je remercie Google. Je vais peut-être chercher dans mes références de chefs cuisiniers. Je chope la recette et je vois en fait une belle réussite. Je vois dans la communauté qui l'ont testé, ils l'ont fait. Et qu'est-ce que je fais? Je prends, j'applique à la règle, j'y mets le cœur parce que vous êtes mes invités et donc je vous aime. Et donc, je vais réaliser cette pizza. Et jusqu'encore à ce moment, il n'est pas encore figé. J'ai considéré l'information de la recette et après, qu'est-ce que vous est arrivé? Vous trouvez la surprise que je vous ai fait trouver la pizza. Vous commencez à manger la pizza et vous commencez à dire « Mais Gennaro, mais c'est de la folie furieuse, elle était super bonne. » Plus vous dites ça et plus cette information, en fait, s'associe à mon identité, sans parler d'ego, des choses comme ça, s'associe à mon identité, parce que c'est mes capacités, mes savoir-faire que j'ai mis en place. Et du moment dans lequel vous l'avez adoré, et que vous créez en moi une expérience émotionnelle corrective, c'est ça.
pour moi, c'est une expérience émotionnelle collective. Il va corriger le doute et la peur que j'avais au début avec tout. C'est fantastique, c'est super bon, c'est magique, c'est machin, c'est bon. Ce truc-là, à ce moment-là, je dis waouh, effectivement, j'étais super content dans la soirée. Vous partez et moi, je reste avec mon expérience et vous avec la vôtre. Qu'est-ce qui va se passer? Une semaine plus tard, je reçois d'autres personnes. Et ces personnes-là adorent la pizza. Et moi, sous base de cette expérience, je vais dire, hé, nickel, je suis bétonné, je fais en fait la pizza, je la fais sur la même recette, et là, boum, de nouveau des personnes enchantées et tout. Et là, ça se souscrit, ça se cristallise. Et voilà, j'ai fait 3-4 soirées, je me suis amusé, j'ai fait de la pizza pour tout le monde. On a pris tous 5-6 kilos et on s'en est sorti bien avec les émotions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Je vais dans un parc. Et quand je vais dans un parc, j'entends quelqu'un qui parle de pizza. Et moi, base d'expérience, de certitude, d'expérience, qui s'est commencé à cristalliser et à figer, je peux échanger là-dessus. Et je commence à échanger et la personne il va dire, mais non, ce que tu me dis là, de mettre d'abord la farine, après l'eau, c'est totalement faux. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça se fait plutôt comme ça, comme ça. Moi, pendant que lui dit ça se fait pas comme ça, je pense toutes ces bases d'expérience dans lesquelles j'ai vécu, je me suis associé. Et ben là, je vais dire, écoute, c'est ton idée, je peux la respecter, je ne changerai pas ma façon de faire la pizza. Et donc là, je protège ma croyance. Donc, c'est quoi cette expérience? Ça vous porte à quoi? Ça vous porte à comprendre effectivement que j'avais un vide et je l'ai remplacé. Il s'est cristallisé avec la suite de cette information que j'ai pu analyser comme bonne ou pas bonne pour moi par rapport à l'expérience que j'ai pu faire vous vivre. Sur la base de cet retour d'information, cette vide, il s'est comblé entre la recette et l'expérience, qui dans la répétition apporté les mêmes résultats fonctionnels pour moi, et donc je l'adopte comme une vérité pour moi. Et en tout cas, si je vais faire une pizza, je ne me prends pas la tête à aller chercher notre recette. Je sais que j'ai ma recette secrète ou ma recette, je vais faire ça. Mais si j'aurais eu l'autre situation dans laquelle vous adorez les framboisiers et moi je fais les framboisiers, je ne vais pas chercher sur Google, je n'ai pas envie, je ne vais pas chercher, donc je vais faire un framboisier et, parce que je le fais, parce que je sais le faire. En tout cas, je pense savoir le faire. Donc, je ne vais pas injecter à moi une nouvelle croyance. Donc, les nouvelles croyances, ça s'installe à l'intérieur de soi par conditionnement sous un moment de vide, dans un moment de fertilité. Et pensez en fait aux enfants, à la naissance. Notre cerveau, il est comme un disque vierge. Qu'est-ce qu'on fait? On reçoit toutes les vérités et on les adopte comme certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 moments que j'ai un doute, les références externes qui sont considérées comme les dieux sur Terre, parce que quand je suis tout bébé, je vois des montagnes qui me font faire des choses et qui me disent des choses, c'est eux mes références. C'est eux qui je me relationne dans la vie et que j'ai un système de vérité. Je n'ai pas d'autres. En fait, les miennes, je n'ai pas. Donc, ça veut dire que chaque croyance qu'on intègre quand on est gamin, au départ, c'est lié à une expérience émotionnelle plutôt positive. Et c'est que dans le temps... Non, pas que positive. Il y a aussi des expériences, en fait, les expériences peuvent générer aussi des croyances perçues comme négatives. Ouais, ok. Mon père, il me donne une gifle, je peux développer une croyance comme mon père est violent. Est-ce qu'il était fonctionnel pour moi? Non. Ou que je mérite la gifle. Ça, c'est autre chose. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Mais comment ça s'installe? C'est sous cette base dans laquelle j'ai un vide, des références externes influentes ou que j'y considère comme influents. C'est pour ça, en fait, que je vous donne, en fait, vraiment 2 choses si vous voulez arrêter de générer de nouvelles croyances limitantes. Vous utilisez la technique de le ou pas. Simple. Vous êtes en discussion, dans un contexte, dans n'importe quelle situation de vie.
en relation avec vous-même ou en référence externe, et il y a un jugement qui s'y positionne. À ce moment, vous dites ou pas. C'est pas comme ça qu'on le fait, ou pas. Ça c'est la vérité, ou pas. Le fait de vous positionner en contrebalance d'une certitude, ça vous permet de faire appel à votre propre système d'analyse, d'expérience et créer une alternative à quelque chose qui a été vu avant comme polarisé, qui est dans un côté. Si vous laissez passer cette information sans la filtrer à travers le ou pas, ben, ça va s'installer en fait en vous comme à force, à plus si jamais vous la répétez et vous la cristallisez, comme certitude long terme. Et donc, ce qu'on appelle une croyance, c'est une certitude long terme. J'ai une certitude qui est à vie, c'est comme ça. Tu vois? Et c'est pour ça, en fait, que la technique de Lupa vient casser ces chemins d'installation. C'est un filtre que vous mettez. Et ça ne veut pas dire, en fait, de douter et dire à la personne qu'il a tort. Non. Lupa, c'est vous donner un espace pour faire appel à votre système intellectuel, de conceptualiser ou réévaluer ou évaluer, selon votre propre filtre interne aussi, une option personnelle à vous, qui va se mettre sous l'option de référence externe, et comme ça, les deux, ils peuvent trouver en fait en vous un terrain dans lequel vous êtes plutôt en mesure de gérer, de contrôler plus que de subir. Première technique simple de Lupa. Ça peut sembler basique et stupide, mais je vous rassure en fait qu'il porte en soi un nettoyage profond. Et ça fait vraiment barrage. Ça ne veut pas dire ne plus en fait croire aux personnes. Ça veut dire juste commencer à interpeller aussi votre monde interne. Et ça fonctionne aussi sur vous. Je suis vraiment nul. Ou pas. Et je vais voir dans les OK, c'est ou pas. Je vais voir d'autres contextes peut-être que j'avais oublié, dans lesquels j'avais déjà performé peut-être. Et donc, ça fonctionne super bien sur cette chose-là. Première chose-là. Cette première technique-là, c'est la technique simple de Lupa. Ça aide vous et vos clients, si vous voulez apprendre aussi ça, à réévaluer un peu les informations figées. La deuxième chose que vous pouvez faire pour aussi éviter ça, c'est d'arrêter immédiatement tout ce que c'est perçu à l'intérieur de vous, justement, comme admiration. Vous devez enlever de votre tête toutes les formes d'admiration. Du moment que vous admirez quelqu'un, vous injectez son système de croyance à l'intérieur de vous. Vous pouvez être inspiré par quelqu'un. Admirer, non. L'admiration est transportation d'informations et donc de vérité. Et ça crée en fait frustration. Admiration égale la frustration. Pourquoi? J'ai l'admiration pour Bandler qui lui, avec 3 secondes, conclut une session de thérapie. Et j'admire en fait sa capacité, des choses comme ça, à tel point en fait qu'à chaque fois que moi je me relationne, parce que admiration, ça va faire en fait confrontation, comparaison et frustration. Ça, c'est les schémas en fait qu'on fait neurologiquement. Admiration, comparaison. Frustration. C'est admiration, comparaison, frustration. Et donc, dans cette partie-là, quand on admire quelqu'un, chose qui est l'inspiration, c'est différent. Je vois en fait Mandela, je l'admire pas parce que je prends pas je prends pas tout son être comme vérité. Par contre, par certains comportements, je peux inspirer certaines bases de pensée, de réflexion. Et j'analyse avec mon système interne et je vois comment je peux aussi, moi, pouvoir en fait
générer des bases de réflexion sur cette base d'inspiration. Donc, l'inspiration, c'est réflexion et action. C'est évaluation, réflexion interne et action. L'autre, en fait, admiration, c'est égal à comparaison, frustration. Et ça, les systèmes d'admiration génèrent en fait une transfusion d'identité et donc de vérité. Et donc, je vais en fait, comme ça, créer aussi, je vais me désaligner avec mes valeurs. Je fais une exemple. Vous avez en fait, je ne sais pas si vous êtes sportive, et après je vais conclure là-dessus parce que sinon, là, je vous garde jusqu'à nuit fonde. Est-ce que vous avez suivi un peu est-ce que vous avez entendu parler les euros qui sont joués les pays de tout le monde, de l'euro plus que tout le monde, au foot. Okay, on a eu les championnats européens. Un bout de moment, est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose qui a fait un tabac? C'était Ronaldo qui est en salle de conférence. Vous connaissez Ronaldo du monde du foot? Mm-hmm. Bon, c'est un footballeur en fait super connu, une des plus connus au monde. Il était en conférence dans lesquelles les journalistes posaient des questions et devant lui, il avait 3 bouteilles de coca. 2 bouteilles de coca. Et 2 bouteilles d'eau. Et le coca, en fait, c'était les sponsors. Donc, on parle de Heineken, Coca, c'est des sponsors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ronaldo arrive, il se met assis. Il fait comme ça. Vous pouvez chercher sur Internet. Il regarde, en fait, il regarde les coca. Il prend les 2 bouteilles de coca, le sort en fait du champ de la caméra, le met dehors et il prend la bouteille d'eau et dit pratiquement c'est ça que vous devez boire, pas cette merde là. A fait chuter en fait 20% les actions de Coca à 24 heures et derrière ça a généré une afflux de moutons qui ont dit ouais, mais il a trop raison, ça fait du mal. Les mêmes personnes qui buvaient des coca, ils se sont injectés en fait les systèmes de vérité parce que lui, dans son système de vérité et de croyance, il dit que pour la santé, boire le coca, c'est pas bien. Et que si on boit le coca, on est des merdes. Si on boit le coca, on purifie notre corps. Si on boit du coca, ça fait mal à notre corps. Ok? Et donc, nous, quand on va admirer, ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait, c'est de la balle, donc admiration. En même temps, d'une manière inconsciente, on injecte en nous ce que lui pense comme vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais au bar, j'avais bu le coca jusqu'à présent, je vois le coca et je pense à Ronaldo. Ah, non, tu sais quoi? Tu as raison. Passe-moi une bouteille d'eau. Hein. Je vais adopter son système de vérité jusqu'à quand? À un bout de moment, je sens que ça me manque la coca. Je dis, mais attends, pourquoi je me prive en fait? Et le fait de me priver, je vais faire de la frustration inconsciente. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas autant extrémiste. Après, je peux boire la coca et une bière et de l'eau aussi. Et je peux faire du sport et pour moi, ça me va très bien. Mais du moment que je vais admirer cette personne-là et je vais me priver de mes valeurs ou de mes croyances, pour suivre en fait les siens, je vais créer des frustrations inconscientes.